pas du tout encombrant. C'est ça qui est bien. Devrait le préciser sur la boîte. Bien le bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une grande entreprise. Si vous avez raté les derniers épisodes, ils sont tous regroupés dans une playlist. Il y a à peu près 13 vidéos et plein d'informations sur plein de grandes entreprises que vous connaissez sûrement. Et aujourd'hui, on s'attaque à une toute petite entreprise. Rien du tout, hein, petite comme ça, qui n'est autre que Google. Notre histoire commence en 1995. Pour une fois que ton histoire elle commence pas en plein milieu d'une guerre mondiale, ça fait quand même un peu plaisir. Hein. Je disais donc 1995, on est à l'université de Stanford, il y a deux étudiants qui vont se rencontrer et au début c'est pas la joie. Larry Page et Sergey Brin ne sont d'accord sur absolument rien, mais rien du tout, si ce n'est un truc, les résultats de recherche dans des bases de données ou dans les moteurs de recherche actuels, eh ben elle est pas ouf. La pertinence, elle est pas ouf. Entre vous et moi, deux étudiants de Stanford, ils font des doctorats en mathématiques appliquées à Internet, n'ont certainement pas employé le mot « pas ouf » pour décrire la pertinence des recherches. Je pense qu'ils avaient certainement un mot bien plus scientifique que « pas ouf ». Mais aujourd'hui, on s'en tiendra à « pas ouf ». Du coup, pas ouf non plus cette explication. Hein. En effet, ils trouvent la pertinence des résultats de recherche pas ouf, et pour cause, il n'y a aucun système de classement des résultats basé uniquement sur la pertinence de ces derniers. Et oui, à l'époque, les résultats des moteurs de recherche, ils étaient classés soit arbitrairement selon un critère donné, donc par exemple par ordre alphabétique, ou alors par publicité, où certaines personnes payaient pour que leurs résultats sortent en premier, même quand ta recherche n'avait rien à voir avec leurs résultats. Donc nos deux comparses, et absolument pas dans le but de devenir le leader mondial des moteurs de recherche, ils décident de travailler sur un nouveau système de classement des résultats sur Internet, basé uniquement sur la pertinence, et ils vont l'appeler PageRank. Le principe de leur algorithme, il est fascinant et un peu complexe, du coup je vais essayer de vous l'illustrer avec une analogie. Imaginez une classe d'étudiants. On va demander à chacun des étudiants de désigner la personne qui, selon elle, est la meilleure en bricolage, s'y connaît le mieux dans ce domaine. Fatalement, les étudiants entre eux ils se connaissent et il y a 2-3 personnes qui vont ressortir du lot comme étant les experts du bricolage de la classe. Et donc, tout le reste de l'année, dès qu'il y aura une question relative au bricolage, on va demander à ces 4-là, vu qu'ils ont été reconnus comme experts de ce domaine. Ça sert à rien de demander à l'expert couture de répondre à une question de bricolage si tu sais qu'à côté, tu as 4 experts en bricolage. Et en allant un peu plus loin dans la démarche, c'est aussi ces experts en bricolage qui vont pouvoir te conseiller d'autres experts en bricolage ou des ouvrages, des outils spécifiques pour certains travaux de bricolage. Vu qu'ils sont experts, ils ont forcément une connaissance qui est plus accrue sur le domaine. Et bien l'algorithme des deux papas de Google, c'est exactement la même chose, sauf qu'on remplace les étudiants par des pages web. Leur algorithme, il va venir parser, c'est le mot pour dire analyser les pages dans Internet, et il va essayer de retrouver les liens entre les différentes pages. C'est-à-dire que si dans une page web est cité le nom d'une autre page, ils vont noter ce lien, telle page web appelle une autre. Et comme dans l'exemple de tout à l'heure, vous êtes plutôt d'accord avec moi si je vous dis qu'une page qui est appelée par un grand nombre de pages, elle a plus de chances d'être la référence d'un domaine qu'une page qui n'est pas du tout appelée et qui est perdue toute seule dans son coin. C'est un peu de la discrimination de page web, je vous l'accorde, mais c'est la réalité. Et donc, comme dans l'exemple que je vous donnais, les pages qui vont être le plus citées par d'autres vont devenir les références des domaines qu'elles traitent. Ces références vont donc être plus pertinentes pour une recherche qui porte sur le bricolage, toujours. Et donc, toujours dans cette optique d'exemple du bricolage, forcément les pages références auront plus de poids à citer d'autres références que des pages qui ne le sont pas. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde. Parce que moi c'est quelque chose qui me fascine, mais le problème quand il y a quelque chose qui me fascine, c'est que je suis pas toujours sûr de très bien l'expliquer. C'est pour ça que j'ai pris un exemple. Et donc pour inciter les gens à rester, une info croustillante que vous ne trouverez qu'à la fin de la vidéo, Google n'est qu'une filiale d'une autre entreprise. C'est pas la société mère. Vous en saurez plus si vous regardez la suite de la vidéo, bien sûr. Yes, je commence à devenir un vrai youtubeur, vous avez vu? Leur algorithme il va fonctionner et ils vont pouvoir prouver que ce qu'ils ont fait c'est bien plus pertinent, bien meilleur que tout ce qui existait à l'époque. Ils vont partir en recherche de financement ou alors de vendre leur algorithme à des grosses boîtes parce que la thune c'est bien aussi. Et c'est ainsi qu'ils vont se retrouver face à David Filo, le fondateur de Yahoo, qui soit par excès de confiance, soit pour encourager la jeunesse, va leur conseiller de ne jamais vendre leur algorithme et d'en faire leur propre moteur de recherche qui supplantera largement tous les concurrents qui existent et notamment le leader à l'époque, AltaVista. Il dépose alors en 1997 le nom de domaine google.com. Avec la participation de proches et de gens qui croient vraiment à l'idée, ils arrivent à récupérer un investissement d'1 million de dollars pour lancer
leur entreprise. Clairement, moi aussi, je veux bien des proches qui me prêtent 1 million de dollars comme ça. Je veux bien, vraiment. Et avec cet argent, ils vont pouvoir louer à une amie un bureau qui s'apparente plus à un garage qu'à un bureau, mais qui va devenir officiellement le garage Google. Rien que la version bêta du nouveau moteur de recherche Google traite plus de 10 000 requêtes par jour, et un an après, c'est déjà 50 000 recherches qu'ils traitent par jour. Ils vont largement supplanter AltaVista, et un des exemples qui revient souvent pour prouver que Google est meilleur, c'est qu'à l'époque, dans Google, si tu recherchais Bill Clinton, le premier résultat c'était le site officiel de la Maison Blanche, alors que dans AltaVista, il y avait 10-12 références avant de tomber sur le site de la Maison Blanche, qui devrait être en premier. Et il clôture l'année 2000 en beauté, puisque ce n'est plus 500 000 requêtes par jour traitées par Google, c'est 100 millions de requêtes traitées par le futur géant d'Internet. Et ça ne cessera jamais d'augmenter. Comme les 3 autres membres des GAFA, Google est sorti du lot en rachetant des tonnes de sociétés de brevets technologiques pour innover dans la recherche. Ils ont par exemple acheté les sociétés DoubleClick, Waze, Android ou encore YouTube. En 2012, c'est plus de 30 milliards de documents qui ont été indexés dans le moteur de recherche Google et plus de 3,5 milliards de requêtes qui sont traitées par jour. Je vous passe les détails parce que vous connaissez la magie de Google. Lorsqu'ils mettent leur étiquette Google sur un domaine, ils révolutionnent en général le domaine. Je pense notamment à Gmail, Maps ou encore Google Photos. Mais il y a quand même un détail intéressant sur Google et ça je suis sûr que vous ne le savez pas. Google n'est pas la société mère de l'entreprise. Google n'est qu'une filiale d'une autre entreprise qui s'appelle Alphabet. Bon, c'est vrai et pas vrai ce que je dis. En fait, on se retrouve en 2015 avec Larry Page, qui était à l'époque encore le directeur général de Google, qui trouve que c'est un gros bordel, Google. Je vous l'ai déjà dit précédemment, mais Google a racheté plein de brevets, plein de sociétés, sur plein de domaines différents, et du coup on se retrouvait avec une firme qui était estampillée moteur de recherche, qui traitait 1 milliard de trucs qui n'avaient rien à voir avec les moteurs de recherche. Alors Larry Page, il a décidé de réorganiser l'entreprise en créant une entité mère qui s'appelle Alphabet, qu'il a divisée en plusieurs filiales, dont Google, pour gérer tous les aspects liés à Internet, mais plus le reste. Vous avez maintenant toutes les grandes lignes de la création de Google, si ce n'est pourquoi ça s'appelle Google. Parce qu'il y a une histoire derrière. À la base, les créateurs, ils voulaient appeler leur site Google. Ça ne vient pas de n'importe quoi, je vous rappelle qu'on s'adresse à 2 mathématiciens hors pair, et un Google, c'est le chiffre qui est représenté par 10 et 100 zéros derrière. C'est un chiffre énorme, hein. N'espérez pas gagner ça un jour. Ils avaient choisi ce chiffre parce qu'il était rigolo et puis surtout que ça montrait la multitude de choses que tu pouvais trouver dans le moteur de recherche Google. Et donc, le jour où ils sont allés déposer le nom de domaine Google, et ben là, les histoires divergent et il y a 2 théories qui font qu'après, c'est devenu Google. La première, c'est que le mec qui allait déposer le nom du brevet, il s'est planté quand il a écrit Google, et il a écrit Google. C'est pas la petite boulette, il aurait juste rajouté un E à la fin, ça aurait déjà été plus cohérent. Et la deuxième version qui pour moi me semble plus crédible, c'est que le nom de domaine Google, il était déjà pris à l'époque, et du coup, sur le tas, devant les papiers, il a dû trouver quelque chose rapidement, il a pensé à Google, ça sonne à peu près comme ce qu'il voulait au départ, sauf que c'est plus simple à écrire et plus simple à retenir. Et donc, on est arrivé à Google. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui sur l'histoire de Google. Il y a encore plein de choses à dire sur Google, il y a plein de fun facts, il y a plein d'histoires drôles, il y a plein d'histoires pas drôles du tout, même un peu macabres. Et si un jour vous voulez qu'on en reparle, dites-le moi dans les commentaires et je ferai un épisode 2. Je dis ça, mais c'est jamais arrivé que je fasse un épisode 2 de l'histoire des grandes entreprises, alors on peut toujours rêver. Sur ce, je vous souhaite à la semaine prochaine sur la chaîne JJ pour une toute nouvelle vidéo et je vous dis cordialement excellente soirée. Encore une fois, j'ai rajouté quelque chose derrière la phrase de fin. Il va falloir que j'arrête définitivement.